Merci beaucoup, monsieur le professeur, de votre accueil. Merci également à Nargis de sa toujours si aimable assistance. C'est un plaisir pour moi de revenir comme conférencier au sein du Cercle géopolitique pour la troisième année consécutive et pour la troisième année consécutive. Je vais effectivement traiter du thème du Brexit. Comme vous l'avez dit, monsieur le professeur, mon sujet ce soir est le suivant: Brexit après l'accord. Assistons-nous à la fin de l'histoire? On peut effectivement se poser la question, puisque le 24 décembre dernier, le Royaume-Uni et l'Union européenne, symbolisés ici ou personnifiés ici par Boris Johnson, le Premier ministre conservateur depuis 2019, et la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, sont parvenus effectivement à conclure un accord de commerce et de partenariat tout à fait inédit au plan tant juridique que diplomatique. Le risque d'un no deal qui pesait déjà au cours de la première phase des négociations entre les deux parties est bien écarté. Le contexte acrimonieux, incertain, particulièrement pesant, qui perdurait depuis 4 ans et demi se lève à la fois pour les citoyens, pour les entreprises et pour les investisseurs. Les deux parties, le Royaume-Uni et l'Union européenne, peuvent désormais théoriquement se tourner vers d'autres enjeux et se projeter toutes les deux vers l'avenir. Néanmoins, je pense que le Brexit n'est pas une affaire conclue. D'abord, parce que l'accord trouvé est un petit peu boiteux, il est également limité, il est surtout amené à évoluer et peut-être à faire l'objet de négociations continues. Mais aussi parce que les effets qui sont liés au Brexit, en particulier du côté britannique, mais aussi du côté de l'Union européenne, ne se sont pas tous encore fait sentir de 3 points de vue différents, au plan économique, au plan politique et enfin au plan diplomatique. Pour ces raisons, j'annonce d'emblée la couleur et la réponse à la question que j'ai posée en entamant cette conférence. Je pense que l'accord ne signe pas la fin de l'histoire, en particulier pour le Royaume-Uni. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais aborder ce soir avec vous 3 thèmes, ou plutôt 3 questions différentes. D'abord, je voudrais vous exposer en termes assez généraux et non pas détaillés, même si on pourra revenir ensuite dans les questions sur un certain nombre de détails de cet accord, les caractéristiques de celui-ci, et puis le juger, dire si c'est, à mon sens, un bon accord pour les deux parties, même si l'assurance qu'on peut associer à cette réponse sera forcément limitée. Dans un deuxième temps, je voudrais m'attarder, et ce sera sans doute le cœur de ma conférence de ce soir, sur la question suivante: l'avenir sera-t-il radieux pour le Royaume-Uni? Quelles seront les conséquences économiques, politiques et géopolitiques pour ce grand pays? Et dans un troisième temps, je poserai la même question pour l'Union européenne, sous la formulation suivante, qui est plutôt optimiste. Ça ne vous étonnera pas lorsque j'aborde les questions européennes. L'Union européenne sort-elle effectivement gagnante de la crise du Brexit? Alors, dans un premier temps, effectivement, je voudrais revenir sur les caractéristiques de l'accord de commerce et de partenariat qui a été conclu le 24 décembre dernier. Effectivement, contrairement aux attentes et aux craintes diversement exprimées, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont parvenus à ce que le professeur Aurélien Antoine, professeur de droit à l'Université de Lyon et à l'Université de Saint-Étienne, appelle une prouesse diplomatique et juridique, puisqu'il s'est agi de conclure un accord tout à fait particulier, assez étendu, au cours d'une période finalement de moins d'un an, ce qui est effectivement exceptionnel. En fait, cette négociation a été plus rapide que prévu parce qu'il s'agissait, au bout du compte, de gérer la divergence sur la base d'une relation étroite entre deux partenaires plutôt que de construire une convergence sur la base d'une relation qui était plus distanciée, telle que celle, par exemple, entre l'Union européenne et le Canada. Mais il reste néanmoins que c'est une surprise que les deux parties aient réussi à conclure un accord en moins d'un an, et cela s'explique notamment aussi par le fait que cet accord est assez limité, qu'un certain nombre de choses n'ont pas pu être précisées et que d'autres devront peut-être y être inclus à l'avenir. Alors, cet accord, que contient-il exactement? Eh bien, pour faire simple, il comprend 3 grands volets. Le premier volet, et sans doute le principal, c'est bien un accord de libre-échange étendu qui concerne à la fois le commerce de marchandises, mais aussi certains services et enfin un certain nombre de domaines d'intérêt mutuel
comme des réglementations propres à l'investissement, des réglementations propres à la concurrence, des réglementations sur l'aide d'État, des réglementations sur la fiscalité, des règles en matière de commerce d'énergie, des règles sur la pêche, une coopération en matière de sécurité au sens propre et également au sens de la sécurité sociale. En ce qui concerne le commerce stricto sensu, et en particulier le commerce de marchandises, l'idée est bien de ne pas imposer ni droits de douane, ni quotas. Donc, c'est bien un accord de libre-échange étendu que nous avons devant nous. En contrepartie, et c'est une très très bonne nouvelle pour l'Union européenne, le level playing field, c'est-à-dire la volonté des deux parties, mais naturellement d'abord de la partie britannique de respecter un certain nombre de réglementations avancées ou ambitieuses de l'Union européenne dans les différents domaines qui sont couverts dans l'accord de libre-échange, eh bien ce level playing field est a priori assuré et s'il venait à ne pas être respecté, alors des mesures de rétorsion pourront être mises en œuvre par les deux parties et ces mesures de rétorsion prendront soit la forme de droits de douane, soit la forme de restrictions d'accès au marché mutuel, non seulement dans le secteur qui fait l'objet d'un irrespect du level playing field, mais également peut-être dans d'autres secteurs. Le deuxième volet de cet accord, c'est un cadre de coopération en matière de sécurité. Sécurité au sens large. D'abord, la sécurité au sens strict, c'est-à-dire la coopération qui préexistait déjà de longue date entre l'Union européenne, ses États membres et le Royaume-Uni en matière policière et judiciaire dans les domaines pénal et civil, c'est-à-dire qu'on parle concrètement ici de la coopération pour lutter contre le terrorisme international, pour lutter contre la criminalité transfrontalière sous ses diverses formes. Au plan de la coopération en matière de sécurité, il faut noter que le Royaume-Uni s'engage dans cet accord à continuer à respecter la Convention européenne des droits de l'homme, ce qu'on appelle la CEDH, et c'est le moins qu'on pouvait espérer, mais c'est tout de même positif, ça va mieux en le disant. Alors je le disais, la coopération en matière de sécurité s'entend au sens large, il y a aussi des dispositions sur la sécurité sociale des citoyens qui sont établis sur l'un ou l'autre des territoires après le 1er janvier 2021, qui est la date de mise en œuvre provisoire de cet accord, puisque celui-ci n'est pas encore aujourd'hui ratifié par le Parlement européen, même s'il a été ratifié côté britannique, sans véritablement laisser beaucoup de chance aux parlementaires de non seulement lire cet accord, mais en plus de se forger une opinion dessus, ce qui pose évidemment une véritable question démocratique. Le troisième volet de cet accord, c'est un accord sur la gouvernance. Naturellement, quand on a un accord aussi vaste, aussi ambitieux, aussi technique, il faut bien un certain nombre de règles pour s'assurer qu'il est bien respecté. Eh bien, la pièce maîtresse en matière de gouvernance sera la création d'un conseil de partenariat conjoint et de 18 conseils de partenariat spécifiques qui suivront les différentes questions sectorielles. La Cour de justice de l'Union européenne, contrairement à une demande de l'Union européenne, n'aura pas de compétence sur cet accord. Et cet accord, pour le moment, n'est pas un accord dit mixte, qui mélange des compétences exclusives de l'Union européenne et des compétences nationales, aussi surprenant que cela puisse paraître. En cas de difficulté, le Conseil de partenariat conjoint sera saisi et on aura également recours à un certain nombre de mécanismes d'arbitrage. Donc nous sommes bien dans un accord qui repose sur une gouvernance intergouvernementale, qui respecte formellement les souverainetés des deux parties et qui repose sur des bases juridiques assez inédites. Alors ceci étant posé, que doit-on penser de cet accord? Est-ce un bon accord? Je voudrais d'abord dire que je pense que juger de qui a gagné à la conclusion de cet accord est sans doute quelque chose qui est aujourd'hui prématuré. Mais néanmoins, je voudrais faire quatre remarques.
D'abord, la première, la plus évidente, c'est bien entendu qu'il est très positif qu'il y ait eu un accord, parce que cet accord lève l'incertitude et permet aux différentes parties de respecter leurs engagements. Je crois qu'il y avait deux engagements primordiaux des deux côtés. Du côté de l'Union européenne, il s'agissait de respecter la volonté britannique et derrière ça, et sans doute surtout, d'assurer la bonne mise en œuvre de ce fameux article 50 qui est à la base du processus du Brexit et qui permet depuis la mise en œuvre du traité de Lisbonne de organiser le départ et les relations futures entre l'Union européenne et un pays futur ex-membre. C'était très important pour l'Union européenne que cet article 50 puisse trouver concrètement à s'appliquer parce que ça donne corps à l'argument européen que l'Union européenne, effectivement, n'est pas une prison, que les peuples, les États sont libres d'en sortir s'ils le souhaitent et que, ce faisant, ils arrêtent parfois de poser un certain nombre de problèmes à l'Union européenne, comme c'était naturellement et hélas le cas de la partie britannique. Du côté britannique, il s'agissait naturellement, et ceci a pu être vérifié assez vite avec Theresa May, de donner corps à la promesse du Brexit, de respecter la souveraineté populaire, de partir effectivement de l'Union européenne comme l'a souhaité le peuple par référendum le 23 juin 2016. La deuxième remarque est la suivante. L'accord est aussi, a priori, plutôt positif pour les deux parties, même si à nouveau, je me garderai bien de dire qu'il y a une partie gagnante ou une partie perdante. L'accord est plutôt positif dans la mesure où, dans le champ des possibles, en ce qui concerne les relations futures, il est une des solutions qui n'est pas parfaite, qui ne prévoit pas une intégration extrêmement étroite à la norvégienne ou à la suisse, voire même à la turque avec l'Union européenne, mais néanmoins, on évite a priori non seulement un no deal, mais aussi un Brexit qui serait particulièrement dur. La troisième remarque, c'est que cet accord permet à l'UE, à l'Union européenne, de préserver et de défendre la valeur de son organisation inédite. En effet, l'intégrité du marché unique a bien été défendue par l'excellent travail de Michel Barnier et de son équipe, et l'Union européenne peut, a priori, faire la démonstration que la situation d'un pays en dehors de l'Union européenne, au plan économique, mais aussi, et j'y reviendrai, au plan politique et diplomatique, est bien de moindre qualité, moins bonne que sa situation en tant qu'État membre de l'Union européenne. En quatrième lieu, on peut dire aussi que le Royaume-Uni peut être fier d'avoir recouvré une certaine souveraineté, une souveraineté formelle, et ainsi de poser des bases utiles à la restauration non seulement de l'unité nationale, et il y a beaucoup à faire, mais aussi à la restauration d'un imaginaire collectif. Ceci étant dit, je pense qu'on peut voir deux types de limites dans cet accord. La première limite, c'est bien que plusieurs aspects qui ont été négociés ont une portée assez limitée. Par exemple, les dispositions de concurrence équitable en matière de fiscalité sont en fait peu contraignantes. Et donc, il est bien possible que le Royaume-Uni continue à faire ce qu'on appelle un dumping fiscal pour attirer des investissements directs étrangers. On peut aussi voir que les modalités en matière de coopération de sécurité sont en fait peu détaillées. On peut aussi voir que le régime des données personnelles n'assure pas a priori un très haut niveau de protection pour ces données européennes amenées à se trouver au Royaume-Uni. On peut aussi et surtout voir qu'un certain nombre de services soit ne sont pas du tout couverts, comme c'est le cas des services financiers, soit sont assez mal couverts, comme les services de consultance, voire aussi les services juridiques. Et ceci peut porter un coût économique assez notable au Royaume-Uni et aussi être préjudiciable à l'Union européenne. La deuxième limite qu'on peut identifier à cet accord, c'est pour le coup qu'un certain nombre de domaines sont carrément exclus de cet accord. J'ai mentionné déjà la finance, mais il y a aussi et surtout, à la demande des Britanniques, l'exclusion de toute la politique étrangère, de la défense et de l'aide au développement. Il y a aussi
l'exclusion du programme universitaire Erasmus que la partie britannique n'a pas trouvé suffisamment rentable au plan budgétaire. Considérant donc ces deux limites, il est assez probable que l'accord doive évoluer avec le temps de deux points de vue. D'abord, parce qu'il faudra bien que les choses se mettent en place. On observera également des contentieux qui vont inévitablement naître. Et puis, il y aura sans doute aussi de nouvelles négociations qui seront nécessaires, soit au terme de 5 ans. Et a priori, aujourd'hui, la volonté collective est bien de marquer une pause. Pour le dire plus trivialement, tout le monde en a un petit peu assez de ces négociations du Brexit, tant du côté européen que du côté britannique. Donc, il est possible qu'on ne négocie que dans 5 ans, mais il est également possible, et c'est l'avis de certains, comme l'ancien ministre des Affaires européennes, Denis McShane, qu'on s'achemine dans un schéma à la Suisse avec des négociations continues, compte tenu des lacunes de cet accord. Voilà à grands traits ce que l'on peut penser de cet accord de commerce et de partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. J'en viens maintenant à ma deuxième question. L'avenir sera-t-il radieux pour le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni est-il susceptible de gagner au Brexit? Alors, je voudrais analyser ceci en vous montrant sur ce PowerPoint la carte électorale du Brexit, du vote du Brexit, qui rappelle que effectivement l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté différemment de l'Angleterre et du Pays de Galles. Pour vous dire que je voudrais analyser l'avenir du Royaume-Uni de 3 points de vue, du point de vue d'abord économique, ensuite du point de vue politique et enfin du point de vue diplomatique. Ma conclusion courte et simple est bien que même si le Royaume-Uni a restauré effectivement une certaine liberté, a recouvré une forme de souveraineté formelle, je fais le pari qu'il va sortir perdant du Brexit, il va complètement s'appauvrir, être moins influent dans le monde et également plus instable au plan politique et au plan sociétal, avec en pointillé une crise sociale qui est en train d'émerger, qui est en fait très ancienne, mais qui s'est amplifiée depuis la crise de 2008 et qui va continuer de poser toutes sortes de problèmes. Alors d'abord, au plan économique, et ceci effectivement peut être une chance pour Boris Johnson, les effets du Brexit sont obscurcis par la crise économique issue de la pandémie de Covid-19, qui est effectivement la plus grave crise qu'a connue le Royaume-Uni depuis 300 ans. Vous voyez sur ce graphique différentes données annuelles portant sur la croissance britannique depuis 1700 jusqu'en 2020. Et vous voyez que les récessions les plus sévères ont été celles du grand froid de 1709, ensuite celle de la grande famine de 1710 ou 11, je ne me souviens plus exactement. Ensuite, on a eu la panique de 1825, qui est également connue, et plus près de nous, la crise financière avec la contraction du crédit en 2008-2009, et aujourd'hui la crise du coronavirus. Et la conclusion évidente de ce graphique, c'est bien que la crise du coronavirus, qui a fait plonger l'économie britannique en récession d'environ 11%, ce qui est un des scores, si on peut dire, les plus graves du monde, et singulièrement d'Europe, eh bien, cette récession, c'est la plus grave depuis effectivement l'épisode de grande famine de 1710-1711. Donc, ce climat, ce contexte économique, effectivement, obscurcit aujourd'hui et sans doute à moyen terme les effets du Brexit. Néanmoins, on peut tirer un certain nombre de conclusions claires, même si l'exercice de prévision est particulièrement difficile en soi et dans le contexte actuel. Et les conclusions simples qu'on peut tirer des effets économiques du Brexit sont les suivantes. Toutes les estimations officielles du gouvernement britannique, des différents organismes d'État des États membres de l'Union européenne, des économistes, des organisations internationales telles que le Fonds monétaire international ou l'OCDE, toutes les estimations, toutes les prévisions sur les effets du Brexit sont négatives, voire très négatives, à des degrés variables. Je vous passe les détails, selon les modèles qui sont utilisés, les scénarios qui sont retenus, soft Brexit, hard Brexit, un entre deux, et surtout sur les hypothèses de travail.
Les estimations les plus négatives sont bien celles qui prennent en compte non seulement tous les effets économiques des restrictions au commerce de marchandises, mais aussi de services, mais également les effets que peut avoir le Brexit sur la productivité du travail au Royaume-Uni. La productivité du travail britannique s'affaiblit déjà depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas, à mon avis, sans lien avec le développement des nouvelles formes de travail et l'usage des nouvelles technologies, mais la productivité du travail risque de souffrir beaucoup parce que l'économie britannique va se refermer relativement par rapport à la situation actuelle. Et dans une économie qui est moins ouverte, on a moins de concurrence des travailleurs et ceci a un effet sur la productivité du travail. Donc, vous voyez sur ce graphique quelques conclusions simples sur ce schéma. D'après le gouvernement britannique, d'après le Trésor, plus précisément, en 2030, le PIB britannique sera de 6,2% inférieur à ce qu'il serait si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne, mais ceci ne prend pas en compte les effets de la crise actuelle du coronavirus, et d'ailleurs aucune étude n'existe qui prend en compte les effets de la crise du coronavirus. Donc 6,2 pour le Trésor britannique, 2,5 pour le Fonds monétaire international, 6,7 pour le gouvernement britannique et un entre-deux pour un certain nombre d'économistes. Il n'y a que le camp des farouches partisans de la sortie du Royaume-Uni qui voit des effets très positifs induits par une déréglementation massive du travail, de la fiscalité, d'un certain nombre de normes britanniques à la suite de la sortie de l'Union européenne. Par exemple, le groupe Leave Means Leave avait estimé que même avec le régime de l'OMC, c'est-à-dire la pire des solutions possibles, le Brexit en 2030 permettrait d'augmenter le PIB britannique de 7% de PIB, et je ne crois pas que ceci soit très sérieux. Donc voilà, les effets économiques sont tout de même assez clairs, même s'il ne faut pas sous-estimer un certain nombre d'atouts de l'économie britannique, sa capacité à innover et la flexibilité de ses différents marchés. Au plan politique, eh bien, la situation ne sera pas rose non plus. On peut certes dire que Boris Johnson est conforté politiquement par la conclusion de l'accord avec l'Union européenne. D'abord parce que beaucoup de personnes n'y croyaient pas véritablement, ensuite parce que Boris Johnson a réussi à obtenir un accord des différents partis de gouvernement britanniques et un soutien de l'opinion. Donc, la conclusion d'un accord donne un certain air politique à Boris Johnson, dont il avait bien besoin parce qu'il avait été accablé de critiques sur sa gestion de la pandémie depuis le début de l'année, non sans raison. Au fond, Johnson est en mesure aujourd'hui de tenir sa promesse électorale de la fin de l'année de 2019. Il l'avait dit, au fond, avec moi, le Brexit sera une affaire ancienne. Néanmoins, il est évident que la pression politique va demeurer très forte sur Boris Johnson parce qu'il y a cette crise et qu'il va falloir en sortir au plan sanitaire, mais également au plan économique, et parce que l'ensemble de la politique économique de Boris Johnson et de son ministre des Finances se trouve très perturbé par les événements actuels, tant la crise sanitaire que le Brexit. Le cadre général de politique économique de Boris Johnson était à la fois de prévoir beaucoup d'interventions de l'État dans l'économie au travers d'investissements publics massifs et en même temps d'avoir un certain sérieux budgétaire. Eh bien, ceci est encore moins crédible qu'auparavant. Au-delà, et peut-être plus fondamentalement, la conjoncture politique pour Boris Johnson risque d'être très difficile pour deux types de raisons. D'abord, je pense qu'il va y avoir l'expression dans les mois qui viennent d'un certain nombre de divergences au sein du Parti conservateur qui jusqu'ici ont été contenues dans le contexte des négociations du Brexit. On a pu croire qu'effectivement la majorité de Boris Johnson était particulièrement forte, mais également très cohésive lorsqu'il a gagné les élections en 2019. Mais en réalité, le Parti conservateur est traversé de trois courants assez différents. Il y a les conservateurs assez classiques, des gens qui habitent à Londres ou dans d'autres grandes métropoles, qui sont des gens plutôt éduqués, plutôt libéraux en économie, plutôt riches naturellement et plutôt âgés.
ce groupe-là est le groupe conservateur classique, qui s'attend à une politique conservatrice assez classique. Mais il y a aussi les conservateurs des territoires ruraux, et il y a aussi les conservateurs des territoires qui ont massivement voté pour le Brexit, notamment dans le nord de l'Angleterre, ce que cette carte électorale peut vous rappeler. Il faut simplement que je la retrouve. Pardonnez-moi juste un instant. Voilà, vous voyez sur cette carte à droite un certain nombre de zones qui étaient anciennement travaillistes dans le nord de l'Angleterre qui ont voté pour les conservateurs. Et ces électeurs-là et leurs représentants ont des attentes qui sont encore plus différentes que celles des électeurs et des représentants des milieux ruraux, et que celles, à plus forte raison, des conservateurs classiques des grandes métropoles et qui sont plus libéraux. Il risque d'y avoir des divergences sur un certain nombre de sujets au sein du Parti conservateur, sur la politique économique, sur la trajectoire des finances publiques, sur l'immigration, sur la gestion du changement climatique. Donc, des remous sont à attendre. Et puis, on peut également prévoir ou espérer que le Parti travailliste se refasse une certaine santé et rende effectivement la vie plus dure au Parti conservateur en capitalisant, si j'ose dire, sur la dramatique situation sociale qui existe au Royaume-Uni et qui ne risque que de s'aggraver. Plus fondamentalement encore, je crois que la conjoncture politique va être très difficile au Royaume-Uni et pour Boris Johnson parce que, au fond, le Brexit, ça n'est pas tellement une crise du rapport du Royaume-Uni à l'Union européenne, mais bien l'amplification de crises qui préexistaient auparavant. Le Brexit, c'est une crise des inégalités sociales, territoriales, économique. C'est une crise de l'union politique avec des tensions particulièrement fortes qui préexistaient et qui sont amenées à devenir naturellement beaucoup plus fortes entre les 4 nations du Royaume-Uni. Le Brexit, c'est également une crise du modèle économique qui est beaucoup trop déséquilibré autour de la finance, qui crée beaucoup trop d'inégalités. C'est également une crise des institutions politiques. Il y a une défiance particulièrement forte du peuple britannique vis-à-vis du gouvernement, d'autres institutions politiques. C'est aussi une crise intergénérationnelle. Les différentes générations n'ont pas du tout voté de la même façon sur le sujet du Brexit. C'est enfin une crise de la souveraineté. Les gens ne comprennent pas toujours bien au Royaume-Uni ou ailleurs où se situe réellement, où devrait se situer réellement la souveraineté. Toutes ces crises ont été amplifiées par le Brexit, et maintenant que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, au fond, c'est ça le menu de Boris Johnson et le menu des politiques britanniques. Et selon Aman Menon, qui est professeur de sciences politiques européennes au King's College de Londres et vraiment l'un des meilleurs experts du Brexit, le Brexit, au fond, ne sera un succès que si l'ensemble de ces crises domestiques seront résolues. Il le dit en une seule phrase, le Brexit sera un succès si le Royaume-Uni, dans 10 ans, à l'horizon de 2030, sera un pays plus uni et plus égalitaire au plan non seulement économique, mais aussi et sans doute surtout au plan social. Ceci étant dit, je voudrais m'attarder maintenant sur l'une des crises préexistantes qu'a révélé et amplifié le Brexit et qui est particulièrement intéressante, dont on débat beaucoup, et qui est la crise de l'union politique. Il faut en effet voir que le Brexit a amplifié un certain nombre de forces centrifuges à l'œuvre dans le Royaume pour 4 raisons différentes. La première raison, c'est que les 4 nations du Royaume-Uni n'ont pas voté, voire pas du tout voté de la même façon sur le sujet du Brexit, en particulier l'Écosse et l'Irlande qui ont souhaité, fortement pour l'Écosse, moins fortement pour l'Irlande du Nord, un maintien dans l'Union européenne, et ces 2 nations vont aujourd'hui faire face à un certain nombre de conséquences non désirées du Brexit. La deuxième raison pour laquelle les forces centrifuges au sein du Royaume-Uni vont s'amplifier, c'est que le gouvernement de Londres n'a pas vraiment, voire pas du tout,
et ceci est effectivement une critique qu'on peut faire à l'encontre de Theresa May, même si c'était particulièrement difficile pour elle, le gouvernement britannique n'a pas vraiment impliqué les différents gouvernements régionaux dans les négociations du Brexit. Donc, en plus, pour deux d'entre elles, de se voir imposer le Brexit contre leur gré, elles n'ont pas été suffisamment entendues au cours des négociations, et ceci est un problème. La troisième raison pour laquelle les forces centrifuges vont être amplifiées par le Brexit, c'est que, de fait, l'accord de retrait, donc ici je fais référence au premier accord conclu fin 2019 entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, l'accord de retrait fragmente le Royaume-Uni entre l'île de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, qu'on appelle également l'Ulster, en raison d'un certain nombre de dispositions réglementaires et fiscales. Et la quatrième raison pour laquelle les forces centrifuges vont être amplifiées, c'est que les pouvoirs régionaux dévolus en vertu des accords de la fin des années 90 aux différents gouvernements locaux, eh bien, ces pouvoirs sont mis à mal par l'accord et par l'évolution que connaîtra l'accord. Je pense en particulier aux compétences en matière d'environnement, d'agriculture, de police et de justice. Donc, vous voyez, pour ces quatre raisons, la crise territoriale et la crise de l'unité britannique va prendre de la vigueur. Et naturellement, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir s'il y a des risques réels d'explosion, de scission du Royaume-Uni, en particulier dans le cas de l'Écosse, dont vous voyez un élégant représentant en haut à gauche, qui plaira peut-être à la gente féminine qui nous écoute ce soir, et l'Irlande du Nord, où vous voyez un certain nombre de représentants beaucoup moins enthousiastes. Alors, en Écosse, le camp indépendantiste a certainement gagné en vigueur parce que les pro-indépendance, emmenés par le Scottish Nationalist Party, le SNP, souhaitaient typiquement rester dans l'Union européenne. Et donc, ces gens-là sont extraordinairement en colère contre Londres, qui a effectivement conclu l'accord de sortie de l'Union et l'accord sur les relations futures. Mais il faut voir aussi qu'en Écosse, il y a un certain nombre de gens qui n'avaient pas voté pour l'indépendance, au motif que précisément le maintien dans le Royaume-Uni permettrait à l'Écosse de se maintenir dans l'Union européenne. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, sont tentés de soutenir l'indépendance précisément pour satisfaire leur souhait de rester dans l'Union européenne. Et tout ceci, cette conjoncture, ces différentes forces, ces différents courants politiques appuient naturellement le Scottish Nationalist Party qui, au cours des élections de 2019, a regagné beaucoup de sièges qu'il avait en partie perdus en 2017. Au plan strictement comptable, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a en Écosse une majorité assez nette à l'heure actuelle en faveur de l'indépendance. Celle-ci serait comprise entre 53% et 55%. Cette dynamique est d'autant plus forte qu'en Écosse, les jeunes sont massivement favorables à l'indépendance et à l'idée de rejoindre l'Union européenne, et les moins jeunes, les actifs, le sont également, tandis que les personnes plus âgées le sont moins. Et donc, on peut voir qu'au plan de la dynamique démographique, peut-être qu'une petite prime pourrait être accordée effectivement aux personnes plus jeunes. Donc ça, c'est la première raison qui donne une certaine crédibilité à ce processus d'indépendance. La deuxième raison qui donne de la crédibilité à ce processus d'indépendance, c'est que, aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a en réalité au sein du Royaume-Uni un certain nombre de gens pro-Brexit, donc des Brexiteurs, et au sein du Parti conservateur, qui accepteraient la perspective que le Royaume soit désuni si cela permet effectivement de réaliser le Brexit. 73% des conservateurs se disent prêts à voir la perspective d'une explosion du Royaume-Uni se matérialiser, et 63% des pro-Brexit
seraient également d'accord. Tout ceci est encore assez hypothétique néanmoins, parce que il faut voir d'abord que l'indépendance écossaise doit être officiellement soutenue par le peuple écossais dans le cadre d'un référendum qui ne peut être autorisé que par le gouvernement de Londres. Et naturellement, Boris Johnson, comme Theresa May avant lui, s'y oppose catégoriquement. Ça, c'est la première difficulté en voie de l'indépendance écossaise. Il y a une deuxième difficulté, naturellement, c'est que l'indépendance écossaise voudrait dire scission avec le reste du Royaume-Uni et d'abord scission avec l'Angleterre, avec qui l'Écosse commerce naturellement beaucoup. Et donc, il y aurait des coûts économiques particulièrement forts à quitter le Royaume-Uni. Et enfin, il faut voir que si l'Écosse devenait indépendante, contrairement à l'Irlande du Nord, eh bien, elle ne ferait pas automatiquement partie de l'Union européenne. Elle deviendrait d'abord un État indépendant, avant ensuite d'entamer un certain nombre de négociations avec l'Union européenne pour rejoindre celle-ci. Donc, cette dynamique politique en faveur de l'indépendance écossaise doit être prise avec des pincettes. Il n'en demeure pas moins très vrai que la pression ne va faire que s'accentuer sur le gouvernement conservateur, en particulier au cours des élections locales qui devraient se tenir cette année, qui ont déjà été reportées. Alors, qu'en est-il en Irlande du Nord? Eh bien, en Irlande du Nord, la perspective d'une réunification des deux îles, la perspective d'un retour de l'Ulster dans le territoire d'une seule et même Irlande, dans le territoire de la République d'Irlande, eh bien, cette perspective est certes accentuée par les dispositions de l'accord de retrait, qui, je l'ai dit, vont entraîner un certain nombre de frictions commerciales, et elle est également favorisée par d'autres facteurs, comme une démographie qui est favorable aux catholiques, qui sont plutôt partisans d'une réunification, comme le fait que le Sinn Féin a effectué une percée, et le Sinn Féin, naturellement, ce parti est favorable à la réunification des deux Irlandes. Et puis, on peut voir aussi qu'il y a une convergence des modes de vie entre l'Ulster et la République d'Irlande, et on peut voir aussi que, comme je le disais, si l'Ulster choisissait de rejoindre l'Irlande, elle serait automatiquement membre de l'Union européenne. Donc, ceci pousse effectivement pour que l'Ulster rejoigne la République d'Irlande, que les deux Irlandes soient réunifiées, mais néanmoins, la perspective d'une scission du Royaume-Uni par ce biais doit être plus nuancée que dans le cas écossais. D'abord parce que l'accord qui a été trouvé, l'accord de retrait, favorise, enfin plutôt garantit le maintien de la paix entre les deux Irlandes, le respect de l'accord du Vendredi Saint. Également, l'opinion nord-irlandaise n'est pas aussi clairement favorable à la réunification que l'opinion écossaise aujourd'hui. Les sondages sont un petit peu contradictoires. Certains citent le fait que 50,7% des Nord-Irlandais sont favorables à la réunification, mais ce que vous voyez sur ce sondage montré à droite, c'est qu'il n'y aurait que 45,4% d'habitants de l'Ulster qui seraient favorables à une réunification des deux Irlandes, selon un sondage récent du début de l'année dernière. Donc les choses au plan de l'opinion publique ne sont pas si claires. Et puis enfin, il faut voir que dans le cas de l'Irlande du Nord, le schisme entre les unionistes et les nationalistes n'est en fait pas aussi fort que ce qu'il y paraît, même si on se le représente souvent comme ça. Donc, perspective de réunification de l'Irlande réelle, certainement accentuée par le Brexit, mais moins forte que dans le cas de l'Écosse. Alors, qu'en est-il dans le cas du pays de Galles? Le pays de Galles
En ce qui concerne son mouvement indépendantiste, c'est-à-dire le parti Plaid Cymru, est traversé effectivement de velléités d'autonomie, de scission du Royaume-Uni. Mais les choses sont encore moins claires que dans le cas de l'Irlande du Nord. Il n'y aurait que 40% des citoyens aujourd'hui au Pays de Galles qui soutiendraient l'idée de l'indépendance selon le sondage le plus optimiste. Et le sondage que je vous montre ici en bas à gauche dans ce tableau montre au contraire qu'il n'y a que 23% à la fin de l'année 2020 qui sont favorables à une indépendance du Pays de Galles. Donc, la conclusion de ce développement sur les risques de scission du Royaume-Uni, c'est bien que le Brexit les amplifie, mais que les choses ne sont pas faites et que si elles devaient se faire, ce serait d'abord par l'Écosse que cela pourrait arriver, même si on ne peut pas être absolument certain de cette perspective. Alors, qu'en est-il au plan diplomatique? Quel est l'avenir diplomatique? Quel est l'avenir de la puissance britannique après le Brexit? Alors, effectivement, le retrait britannique de l'Union européenne, du point de vue du gouvernement et dans une certaine mesure de l'opinion, ouvre l'espoir de voir le Royaume-Uni capitaliser sur son indépendance et se tourner, comme au grand temps de l'ère victorienne, vers le vaste monde qu'il dominerait. Cette perspective est typiquement l'une des représentations mentales du Brexit et trouve son expression naturelle dans le concept de Global Britain. Alors, ce concept de Global Britain, c'est un petit peu un mot valise. En grande partie, une Grande-Bretagne mondiale, c'est déjà la réalité, naturellement. Le Royaume-Uni est une puissance, certes de taille moyenne, mais une puissance quand même, qui est très présente dans le monde et qui dispose d'atouts pour étendre son pouvoir et son influence. Parmi ces atouts, on peut naturellement relever le fait que le Royaume-Uni est une démocratie très dynamique, qu'elle a des traditions parlementaires, juridiques et civiles qui demeurent, malgré Boris Johnson, très solides. On peut voir également que le Royaume-Uni est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. On peut voir aussi qu'il a une présence diplomatique et une politique étrangère ambitieuse. Mais néanmoins, si le concept de Global Britain est déjà une réalité, il y a un certain nombre d'obstacles qui se placent sur la route d'un Royaume-Uni qui se voudrait fort seul dans le monde. Et parmi ces obstacles, on trouve d'abord un grand obstacle financier. Je ne sais plus quel ancien ministre des Affaires étrangères britannique avait dit la politique étrangère, c'est d'abord l'argent. Il disait, je regrette d'avoir oublié son nom, si vous me donnez 1 milliard de tonnes de charbon, je vous ferai une politique étrangère. Le problème du Royaume-Uni en quittant l'Union européenne, c'est qu'il aura moins de poids commercial et financier. Et ça, c'est un grand problème pour conclure des accords qui lui seraient favorables pour accéder à un certain nombre de marchés, à commencer par le marché européen. Et donc, son poids économique, sa richesse, son influence devraient se trouver diminuées pour cette raison. Au plan diplomatique, il y a aussi un certain nombre d'obstacles, naturellement, qui sont créés par la situation du Brexit. D'abord, le Royaume-Uni ne participera plus aux diverses consultations qui existent entre les États membres de l'Union européenne, que ce soit à l'ONU, à l'OTAN ou ailleurs dans le monde, par exemple, typiquement en Asie. Et ceci est de nature à marginaliser le Royaume-Uni sur un certain nombre de sujets que négocient les chancelleries européennes. Et il lui faudra un certain temps et un certain savoir-faire reconstruire ces réseaux d'alliances pour être considéré à nouveau par ses partenaires européens comme étant un pays sérieux qui veut s'impliquer sur tel ou tel sujet.
La relation spéciale avec les États-Unis, ça aussi c'est typiquement un espoir des Brexiteurs, des partisans du Global Britain, je crois qu'elle aura encore moins de contenu qu'aujourd'hui. C'est déjà un mythe pour plusieurs raisons, et on voit bien que les États-Unis ne veulent pas donner corps à cette relation spéciale, d'abord au plan commercial, puisqu'ils ont gentiment expliqué aux Britanniques qu'ils n'étaient pas du tout intéressés à l'idée de conclure un accord commercial avec eux, et certainement pas aux conditions qu'envisageaient les Britanniques. Et puis enfin, en matière de défense, le Royaume-Uni risque de subir les conséquences de son retrait de l'Union européenne, même si les choses sont un petit peu ambiguës. Le Royaume-Uni n'a jamais été un fervent partisan d'une coopération européenne qui passerait par les institutions en matière de défense, mais il y avait tout de même un momentum, en particulier ces dernières années, pour augmenter les dépenses de défense et pour organiser l'implication européenne dans un certain nombre d'opérations extérieures. Et le Royaume-Uni, placé en dehors de l'Union européenne, ne participera plus à cette dynamique européenne, et le risque existe, malgré la restauration de l'Alliance Atlantique avec Joe Biden, de voir le Royaume-Uni relâcher ses efforts de défense et moins capitaliser sur les possibles coopérations avec les grands États membres, même si bien entendu, la coopération bilatérale, d'abord avec la France, demeurera très, très importante. Donc, au total, ce qu'on voit, c'est que le concept de Global Britain va continuer d'être une réalité, mais qu'il ne sera certainement pas l'unique avenir du Royaume-Uni. Il ne faut pas trop placer d'espoir dessus. En réalité, je pense que ce n'est qu'un fantasme, cette histoire de Global Britain. C'est une manœuvre politique dilatoire qui a été faite par les partisans du Brexit pour détourner l'attention des citoyens britanniques quant à la réalisation des conséquences qu'implique le recouvrement d'un statut de puissance moyenne à l'extérieur de l'Union européenne. Le concept de Global Britain est en partie quelque chose d'assez chimérique. Alors j'en viens maintenant à ma troisième partie, à ma troisième question, et je serai plus bref qu'au cours de la seconde. La question est la suivante: est-ce que l'Union européenne sort gagnante de la crise existentielle du Brexit? Ma conclusion courte et optimiste, c'est bien entendu que oui, elle sortira gagnante du Brexit, principalement parce que le Brexit ne va pas provoquer, certes, une révolution copernicienne de l'Union européenne, ne va pas provoquer un bond en avant en matière d'intégration politique en Europe, mais le Brexit va favoriser une prise de conscience stratégique de l'Union européenne et de ses États membres quant à son propre devenir politique, économique et géopolitique. Alors, au plan économique, le Brexit va avoir des conséquences négatives pour l'Union européenne. Ça, c'est tout à fait clair. Néanmoins, ces conséquences vont être assez réduites. Elles seront, d'après les prévisions des économistes, entre 4 et 5 fois moins importantes en moyenne pour l'ensemble de l'Union européenne que dans le cas du Royaume-Uni, ce qui ne veut pas dire qu'un certain nombre de pays ne souffriront pas particulièrement des effets du Brexit, à commencer par l'Irlande, les Pays-Bas, les pays nordiques et aussi la France qui accueille et qui voit transiter sur son territoire beaucoup du commerce européano-britannique. Mais la chance économique de l'Union européenne, c'est bien que le Brexit, parce que précisément il va avoir des effets économiques négatifs, devrait pousser, et a déjà en réalité poussé l'Union européenne, à approfondir sa propre intégration. On peut imaginer que l'Union européenne va approfondir le marché unique au plan de l'énergie, au plan du numérique, au plan financier, qu'elle va aussi approfondir la zone euro, et qu'un certain nombre de leviers de croissance, on peut également penser à la politique industrielle, devraient être trouvés. Et donc, il y a là une bonne nouvelle, une dynamique heureuse pour l'Union européenne. Au plan politique, les choses sont peut-être encore plus nettes. Au plan politique, il y a deux dynamiques positives pour l'Union européenne. Sans doute, la plus importante est-elle le fait que, avec le Brexit, les opinions non seulement se sont
un petit peu plus intéressées à l'Union européenne. Elles ont découvert que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'elles voulaient bien croire. Mais elles ont aussi et surtout, et c'est très heureux, compris que le processus de sortie de l'Union européenne était compliqué et que le statut d'un pays en dehors de l'Union européenne était très vraisemblablement moins favorable que le statut d'un pays membre de l'Union européenne. Ce que vous voyez sur ce graphique qui provient d'un centre de recherche américain qui une fois n'est pas coutume, exprime des nouvelles positives sur l'Union européenne, c'est bien que les opinions publiques ont une perception nettement plus favorable de l'Union européenne après le vote du Brexit dans tous les pays, et même dans les pays les plus eurosceptiques en Europe centrale et orientale. Vous voyez en Pologne, ou encore en République tchèque, en Hongrie, des scores qui sont en hausse depuis 2016 et ça a continué en 2018 et en 2019. Dans aucun pays de l'Union européenne, on ne trouve aujourd'hui une majorité pour sortir de l'Union européenne. Et on voit bien dans les différents contextes politiques nationaux que les partis populistes ont du plomb dans l'aile précisément parce qu'ils ne sont pas compétents sur ces affaires européennes et singulièrement sur ces affaires économiques. Donc, il y a une réappropriation du projet européen qui n'efface pas les exigences des populations, mais une réappropriation qui est notable. Au niveau des États membres, on observe que le Brexit est de nature à favoriser l'unité des capitales. D'abord, il y a une chose qui est très claire, on l'a bien vu au cours de la négociation du Brexit, celui-ci a poussé les États membres à défendre le marché intérieur, son intégrité. Il n'était pas question de saucissonner le marché intérieur, de saucissonner les 4 libertés. Le marché intérieur est apparu comme un joyau de la couronne européenne. Personne n'a voulu le fragiliser. Et l'unité des capitales, à mon sens, va aussi être favorisée parce que les les difficultés que posait le Royaume-Uni dans l'Union européenne en ce qui concerne un certain nombre de projets politiques vont disparaître, et ceci est de nature à ouvrir la voie vers des progrès dans les domaines sensibles tels que la fiscalité, tels que l'approfondissement de la zone euro, tels que la politique industrielle ou encore tels que la gestion des migrations, voire l'intégration sociale. Donc, l'une des conclusions que l'on peut raisonnablement tirer du Brexit est que celui-ci, au plan politique, a poussé l'Union européenne à se penser davantage encore comme un acteur politique, précisément, devant agir mieux et résolument sur les enjeux internes et externes qui la concernent. Ceci, à mon sens, est une très bonne nouvelle qui est de nature à raccrocher les wagons de l'opinion publique des institutions européennes en passant par les États, même si, et on pourra y revenir dans les questions, beaucoup reste à faire pour retrouver des dynamiques de soutien populaire telles que celles qu'on avait observées au cours des années 60, 70 ou 80, où les choses étaient beaucoup plus confortables. Enfin, au plan géopolitique, le Brexit est aussi une chance pour l'Union européenne parce qu'il a permis à celle-ci d'effectuer son réveil stratégique, ou en tout cas, il lui permet de continuer à se réveiller stratégiquement parlant. Il est certain que ce qui relève du réveil stratégique de l'Union européenne, tout ce qui la pousse à se penser davantage comme une puissance pesant dans le monde, était déjà engagé avant le Brexit. On parle d'autonomie stratégique depuis 2014-2015 dans l'Union européenne. On voit des progrès en matière de commerce, en matière d'action sur le climat, des progrès en matière de défense, des progrès en matière d'approfondissement de la zone euro, avant que le Royaume-Uni ne soit sorti de l'Union européenne. Donc, les choses ne sont certes pas mécaniques, mais je crois que parce que le Royaume-Uni, précisément, est une amputation
de la puissance européenne au plan économique, mais aussi au plan géopolitique, l'Union européenne va être amenée à gagner en musculature, à être obligée de trouver d'autres relais de puissance pour peser dans le monde sur les grands enjeux où elle peut avoir une influence, comme typiquement la régulation de la concurrence économique internationale, la lutte en matière technologique qui existe entre les différentes nations et d'abord entre les États-Unis et la Chine, les enjeux migratoires ou naturellement la régulation du changement climatique. Donc, au total, je crois que nous pouvons voir des perspectives très positives du Brexit pour l'Union européenne. Ma conclusion sera brève, elle est la suivante. Je crois qu'on voit souvent le Brexit comme étant soit quelque chose de négatif, soit quelque chose de positif. Ceux qui le voient négativement, précisément, pensent que le Brexit est une amputation, est un choc majeur, une crise énorme pour le Royaume-Uni. Ceux qui voient le Brexit positivement se disent que c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on peut, en terminant la conférence de ce soir, avoir une image plus technique du Brexit. On peut le voir comme étant un séisme pour l'Union européenne et pour le Royaume-Uni. Un séisme qui détruit, qui désorganise, qui expose à de nouveaux risques, mais qui donne la possibilité à ceux qui en ont souffert de mieux construire. Et c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui, même si beaucoup reste à faire et qu'il faudra prévoir également d'améliorer les dispositifs de prévention contre pas tellement les séismes en eux-mêmes, mais leurs conséquences, et il faudra améliorer la qualité de la gestion des conséquences d'un séisme. Mais je crois que la conclusion la plus simple et la plus positive, c'est qu'effectivement, le Brexit permettra à l'Union européenne et au Royaume-Uni de mieux se reconstruire après un choc majeur. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.